Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Comprendre l'Histoire Top Chrono. Je suis Lucas, journaliste, et c'est moi qui orchestre les podcasts de notre plateforme. En bref, ces podcasts vous permettront de comprendre efficacement l'histoire de notre pays. Aujourd'hui, nous abordons le thème de la méritocratie républicaine sous la Troisième République avec différentes invités. Colline, notre sociologue, Camille, notre historienne, et Maëlys, notre philosophe. Vous aurez l'occasion d'en apprendre plus sur elle plus tard. Donc, presque tout le monde a déjà entendu parler du mérite, de la Troisième République, mais le thème à proprement dit, la méritocratie républicaine sous la Troisième République, est peut-être assez vague et vous effraie. Seulement, laissez-nous vous en dire un peu plus. En tant que journaliste qui prépare bien son sujet, j'ai tapé dans ma barre de recherche, comme tout le monde aurait pu le faire, qu'est-ce que la méritocratie ? Et j'ai trouvé, écrit en tout premier, hiérarchie sociale fondée sur le mérite individuel. Cette phrase brève nous offre un premier aperçu du sujet, seulement laissons nos professionnels nous en dire un peu plus. Pour commencer, je vais leur demander à toutes de leur définir ce concept. Historienne, pouvez-vous nous éclairer sur ce qu'est la méritocratie républicaine concrètement et pourquoi elle a émergé à cette époque ? Bonjour à tous, je suis Camille, mon métier se consacre sur l'analyse et la transmission de mes connaissances en histoire. Je vais donc essayer de vous éclairer sur ce sujet de manière efficace. Alors, reprenons depuis le départ, car en effet, derrière cette définition se cache une série d'événements. Tout d'abord, la méritocratie s'est installée grâce à la mise en œuvre d'un projet républicain de 1870 à 1914, qui est la Troisième République. Mais vous vous demandez peut-être, qu'est-ce que la Troisième République ? C'était dans un contexte politique assez compliqué qu'elle a émergé. Après la capture de l'empereur Napoléon III par les Prussiens à Sedan, le 2 septembre 1870, la Troisième République est proclamée à Paris 2 jours après, soit le 4 septembre 1870, par les députés de l'opposition républicaine. Cela vous dira sûrement rien, mais si je vous parle de Gambetta ou Ferry, cela sera plus clair pour vous, je pense. Mais ce nouveau régime est menacé. Les Prussiens encerclent la ville de Paris. Malgré la levée de 600 000 hommes par Léon Gambetta, la situation cesse de se dégrader et le gouvernement de la Défense nationale doit signer un armistice le 28 janvier 1871. Mais c'est seulement le 1er mai 1871 que le traité de Francfort sera signé par Adolphe Thiers, un conservateur où la France cédera à l'Allemagne, l'Alsace et une grande partie de la Lorraine, et lui accorde une indemnité de guerre de 5 milliards de francs or. Suite à cette défaite de 1870, Émilie Boutmy crée en 1872 l'École libre des sciences politiques pour répondre à la crise morale. À cela, une guerre civile éclate à Paris. Suite à cela, la Commune de Paris adopte un drapeau rouge et prend différentes mesures sociales telles que l'enseignement laïque et gratuit, la liberté de presse. Le mouvement est peu suivi en province mais fait de nombreuses victimes et une répression judiciaire s'abat sur les communards. À la suite de ça, Thiers est élu président jusqu'en 1879. Les républicains réinstallent par exemple la Marseillaise comme hymne national, le 14 juillet devient la fête nationale et le buste de Marianne est installé dans toutes les mairies. Il y a une consolidation du régime avec des lois garantissant les libertés fondamentales avec une politique anticléricale. Ce régime est une démocratie laïque et libérale. Le but est de fabriquer des républicains à l'aide de l'école. Cette Troisième République a connu de nombreuses contestations et crises, comme par exemple la Grande Dépression de 1873 à 1896. C'est jusqu'en 1914 que la Troisième République existera et ancrera ses valeurs et sa méritocratie. Voilà pour cette histoire de Troisième République. Ensuite, parlons de méritocratie. Elle était fondée sur l'idée que l'accès aux responsabilités et aux privilèges devait être basé sur le mérite individuel plutôt que sur la naissance ou sur la classe sociale. On retrouve votre définition. J'ajouterais que c'était une réponse aux inégalités héritées du passé, visant à casser les codes aristocratiques pour construire une république sociale plus égalitaire. Pour finir, je dirais qu'elle était également liée à l'idée de la religion civile, où la République elle-même devenait un principe sacré reposant sur les affiliations religieuses traditionnelles. Merci d'avoir posé les bases. Si ce thème n'est toujours pas très clair pour vous, notre sociologue et notre philosophe pourraient ajouter leur définition afin de pleinement comprendre ce concept avant de poursuivre. Bonjour, je peux enchaîner. Alors je suis Colline, sociologue depuis une dizaine d'années. Mon métier consiste à comprendre puis expliquer l'organisation et l'évolution de la société. Donc selon moi, de façon plus sociologique, la méritocratie suit un principe de justice
où chacun exerce un pouvoir important sur la société, pour en finir à une sélection des meilleurs. J'ajouterai à votre réflexion, Camille, que la méritocratie n'est pas seulement lieu d'égalité, c'est aussi un terme qui a été utilisé par bien trop de sociétés démocratiques pour cacher et justifier leurs inégalités sociales. En effet, en contradiction avec vos paroles, je dirais que les places sont occupées par les plus méritants et que par conséquent, ceux qui n'y parviennent pas doivent assumer la responsabilité de leur échec. Car oui, selon votre définition, Lucas, cela reposait en partie sur le mérite individuel. On remarque déjà la double vision de la méritocratie, mais notre philosophe pourra nous en dire plus, je pense. De plus, revenant sur vos explications concernant la Troisième République, j'appuierai sur le fait que cela était le lieu de beaucoup de contestations. Ce n'est pas tellement le sujet ici, mais je citerai les actions de la grande Hubertine Auclair, qui, comme de nombreuses femmes, ont essayé de faire avancer les choses, ici sur le droit de vote des femmes. On voit bien ici que ce contexte politique a fait émerger de nouveaux enjeux afin de renforcer l'égalité entre tous. Bonjour, en tant que philosophe, je rejoindrai les pensées de Camille pour dire que ce concept prônait l'idée que les individus devaient être récompensés en fonction de leur métier et de leurs compétences plutôt que de leur statut social ou leur héritage. Mais rejoignant Colline, je soulèverai que ce thème était de nombreux philosophes un mythe, une idéologie où l'ordre social ne correspondait pas à une véritable démocratie. Merci Colline d'avoir devancé mes paroles, mais oui, nous retrouvons effectivement une double vision, républicanisme. Je dirais alors qu'un néo-républicanisme contemporain a émergé. Son but était avant tout de préserver les libertés de chaque citoyen, même si chacun avait sa vision de celui-ci. Certains voyaient la citoyenneté comme une participation collective. Cela était la vision d'Aristote, d'autres voyaient cela comme une sorte de vigilance afin de préserver nos libertés. C'était peut-être un peu compliqué à comprendre, mais dans tous les cas, la citoyenneté républicaine était un projet commun où chacun devait s'engager, et cela encore aujourd'hui. Je vous remercie toutes. Maintenant que chacune a défini la notion avec plus ou moins de contradictions les unes par rapport aux autres, nous allons rentrer dans les détails. Sociologue, comment cette méritocratie républicaine s'est-elle manifestée au niveau des normes et des valeurs de la société ? Alors, la méritocratie républicaine s'est traduite par l'établissement de normes éducatives visant à promouvoir l'égalité des chances. Les hussards noirs de la République, des enseignants dévoués, ont été chargés de propager ces valeurs à travers l'éducation publique. L'idée était de créer un ascenseur social en offrant à chacun la possibilité de développer ses compétences et de gravir les échelons sociaux, donc par le mérite. Mais durant cette Troisième République, le terme d'égalité des chances n'était pas tout à fait mis en œuvre. Donc en effet, jusqu'en 1880, par exemple, les filles n'avaient pas le droit d'étudier. Et c'est lors de la fondation de la loi Camissé que les premiers lycées de jeunes filles sont apparus. Cependant, les enseignements étaient différents de ceux des garçons. Et si aujourd'hui nous avons le droit, l'obligation et la chance d'aller à l'école, c'est grâce aux lois Jules Ferry de 1881 à 1882 qui ont instauré l'école primaire, publique, gratuite, laïque et obligatoire de 6 à 13 ans. Ainsi, tout enfant peut se rendre dans une école pour étudier, ce qui n'était pas le cas avant, car seuls les enfants bourgeois pouvaient s'y rendre, car leurs parents pouvaient se permettre de payer une école. Je ne pourrais pas citer toutes les décisions prises pour consolider le régime dans les années 80, mais par exemple, on retrouve une instruction plus civile et morale dans les 2000 écoles construites à cette époque. En somme, elle met sur pied une éducation morale et civique qui est affichée comme étant au centre de l'œuvre scolaire. Autre que l'école, nous retrouvons par exemple l'instauration du service militaire de 3 ans, rendu obligatoire en 1889, qui permet une acculturation politique pour tous. Nous retrouvons aussi des cérémonies officielles, comme le 14 juillet, afin de souder, le temps d'une journée symbolique, la nation autour du régime républicain. Tous ces exemples ont permis, selon moi, de construire le terme de mérite, le but étant de fabriquer en quelque sorte de réels républicains, comme a dit Camille, et de nourrir bien sûr l'espoir patriotique. Philosophe, pouvez-vous approfondir la dimension philosophique de cette méritocratie républicaine ? Certainement, sur le plan philosophique, la méritocratie républicaine reposait sur l'idée que chaque individu possède des qualités et des mérites propres à lui-même. C'était une vision optimiste de la nature humaine, croyant qu'avec des opportunités égales, chacun pouvait exceller.
Cela a également été alimenté par l'idée que la démocratie repose sur la participation éclairée des citoyens, nécessitant une élite éduquée et méritante, comme des hussards noirs de la République évoqués par Colline. En s'intéressant au républicanisme classique, l'éducation des citoyens est placée au premier rang des priorités de l'école républicaine, ce qui rejoint l'idée de la participation des citoyens et d'une élite éduquée et méritante. L'émancipation promise par l'école consistait à former des citoyens politiques dans la perspective libérale, ce qui signifie qu'elle centrait sur le principe méritocratique de l'égalité des chances et l'émancipation est comprise comme un processus principal individuel. L'égalité républicaine implique qu'il y ait une place pour chacun et le régime de l'inégalité sociale maintient chacun à sa place, mais la généralisation institutionnelle de l'égalité des chances génère échec et inégalité et entre en contradiction avec un objectif d'émancipation à la fois politique et social. En rebondissant sur votre exemple politique, dans le courant de pensée des philosophes qui conduit Aristote à Rousseau, la diversification se caractérise par la considération de la participation à la vie politique comme la version la plus désirable de la vie bonne. Cite Philippe Fauré dans son article sur le républicanisme scolaire. En tant que journaliste, j'ajouterai que le mérite est associé certes au capital financier, mais aussi à la question de l'excellence et à la question de la singularité. Cela rejoint vos paroles du départ sociologue. Il y a une question majeure, c'est celle de pouvoir vivre ensemble sur ce territoire. C'est un projet commun pour le pays tout en ménageant la place de chacun dans ce projet, c'est-à-dire la singularité. Mais je me demande si cela ne reposait pas seulement sur de la compétitivité. Mes propos sont en accord et tirés de Pablo Pillo, Vivien, le rédacteur en chef de la revue Regard. Passons maintenant aux conséquences que la méritocratie a engendrées. Historienne, pouvez-vous nous parler des impacts de cette méritocratie républicaine ? Bien sûr. Tout d'abord, certaines connaissances montrent l'absence de compétitivité. La méritocratie a conduit à une augmentation de la mobilité sociale basée sur le mérite. Les garanties socio-éducatives ont été renforcées, c'est-à-dire une garantie de réussir pour qui que ce soit selon l'envie et le mérite, ouvrant des portes à des individus talentueux provenant des milieux modestes ou de différentes classes sociales. Mais notre sociologue pourra nous en parler par la suite. Cela a contribué à la construction d'une société plus égalitaire avec de nouvelles normes et valeurs, différentes de celles présentes avant cette Troisième République. Celle-ci a permis de fonder considérablement le concept de méritocratie, bien que des défis persistaient, notamment en termes d'inégalité genrée. Si je peux vous donner un exemple, ce serait qu'en 2022, selon Ipsos, les sorties entre Bac+3 et Bac+5 sont à hauteur de 63% des sorties féminines. Grâce à ces chiffres, on constate une évolution de notre société puisque le mérite n'est plus réservé à une élite masculine. Cependant, cela a ses limites. Si nous faisons un parallèle avec ce qui se passe aujourd'hui, de nombreux débats ont lieu sur le terme de mérite en France. Je peux citer le podcast de C'est ce soir du 8 février 2023 s'intitulant « La méritocratie en France, mythe ou réalité ?» où Sylvain Faure, ancien conseiller d'Emmanuel Macron, évoque que la situation française sur la question du mérite devient alarmante car, pour lui, on a, je cite, « abaissé un certain nombre de barrières ». En France, nous avons une vision dite ultra-malthusienne du mérite, ainsi l'école, c'est la clé du mérite, mais ce n'est pas vrai. Sylvain Faure évoque qu'en France, la clé du mérite, ce sont les mathématiques, car si on est fort en géographie, en espagnol, en histoire ou en sport, alors on vaut moins que ceux qui sont forts en maths. Mais pourquoi ? Dès le collège, nous sommes amenés vers des filières qui nous emmèneront ou pas vers le supérieur, qui seront moins prometteuses, moins rémunérées et moins considérées. Ici, nous voyons la compétitivité entre les compétences de chacun et la sorte de bagarre que résulte la méritocratie. Cela rejoint vos idées de départ, celles d'un mérite totalement imagé et faux. Merci Camille. Sociologue, quels ont été les défis rencontrés dans la mise en œuvre de cette méritocratie ? Je rejoins votre idée, Camille. Malgré les intentions louables, la réalité n'a pas toujours été conforme à l'idéal méritocratique. Des obstacles structurels et des inégalités persistaient, et l'accès équitable aux opportunités restait un défi. Il était parfois difficile de garantir que tous les individus avaient des chances réelles de réussir, indépendamment de leurs origines. Si je prends moi aussi un exemple actuel, il existe encore des défis et des problèmes de cette méritocratie.
Dans la même émission qu'a cité l'historienne, Gérald Bronnet, un sociologue et professeur de socio à l'université Paris Diderot, étudie l'ouvrage La tyrannie du mérite de Sandel, où il explique le système de corruption des universités américaines payantes, où seulement les enfants de célébrités y accèdent facilement en corrompant les recruteurs. Sandel n'est pas contre la méritocratie, mais il pointe la diplomatie. Gérald Bronnet évoque que la seule reconnaissance du mérite est la concentration des capitaux symboliques sur ceux qui possèdent des diplômes. Il considère que les talents sont très répartis dans la société. Pour répondre à votre question, Lucas, personnellement, je pense que l'égalité des chances ne se confond pas avec l'égalité des résultats. Au contraire, c'est un principe visant à identifier les inégalités justes. Son moyen est l'instauration d'une compétition généralisée dans laquelle tous les concurrents partent sur un pied d'égalité. Un des critères permettant d'évaluer la réalisation de l'égalité des chances est celui de la répartition sociale, de la réussite mais aussi de l'échec. Plus cette répartition est socialement aléatoire, plus l'égalité des chances est réalisée. J'ai remarqué donc que nous avons deux versions du républicanisme scolaire, une version civique classique et une version libérale. La méritocratie est en première ligne de la version libérale. La version classique, centrée sur la citoyenneté, ne fait pas de la méritocratie sa priorité. Cette dernière y est néanmoins présente puisque l'école républicaine est aussi pour cette version un instrument de sélection sociale et de formation des élites. Quelqu'un pourrait, pour finir, nous éclairer sur cette contradiction ? Alors oui, cela semble être une contradiction entre émancipation et méritocratie, je pense. L'idée d'égalité des chances peut rentrer en conflit avec le concept de mérite. Certains soutiennent que l'émancipation devrait être la priorité, tandis que d'autres pensent que la méritocratie est essentielle pour récompenser les efforts de chacun. Donc en effet, c'est un sujet complexe, encore d'actualité aujourd'hui, dont on pourrait parler pendant des heures. Les conséquences ont majoritairement été dites. Moi, philosophe, j'ajouterais que si le républicanisme est une idée ancienne, avec Aristote, Cicéron par exemple, on retrouve cette idéologie dans nos sociétés modernes. Elle est solidaire d'une philosophie libérale qui promeut la représentation d'un individu libéré de ses appartenances et la mobilité sociale par opposition aux sociétés, à États et aux principes de justice d'Ancien Régime. Pour finir, personnellement, je vous invite fortement à lire le point sur la notion de mérite du philosophe moral américain Michael Sandel, si jamais vous pouvez le retrouver dans le magazine Lire, numéro 495 d'avril 2021. Il reprend tout ce qu'on a essayé de vous expliquer en repartant des fondements de la méritocratie républicaine. Il reprend appui sur des exemples concrets comme la démocratisation de l'université et l'initiative du président d'Harvard. Il montre la corrélation entre les résultats des étudiants au test et leur origine sociale. Il revient aussi sur les nombreux enjeux de la méritocratie. Oui, en effet, elle est vraisemblablement aussi solidaire d'une évolution historique qui voit la mise en place progressive des sociétés démocratiques théorisées par Tocqueville dès 1830. Pour finir, je voudrais quand même parler de la mobilité sociale. Elle permet de certes mieux gagner sa vie et d'occuper des places plus valorisées socialement, en accédant à des postes de responsabilité et d'initiative plus élevés, mais ces gains ne vont pas sans perte. Comme le montre exemplairement l'œuvre d'Annie Ernaux, intitulée « La place, les armoires vides », le risque de l'ascension sociale réside dans l'impossibilité de maintenir les anciennes attaches et simultanément de donner de la force aux nouvelles. Une souffrance subjective résulte de cette épreuve de non-appartenance, donc chacun doit faire attention. Je reviens sur le conseil de ma collègue. Dans le même magazine que je connais, vous avez la présentation du roman de science-fiction La méritocratie en mai 2033 du sociologue anglais Michael Young, que je vous recommande fortement si la notion vous intéresse. Merci à toutes pour ces éclaircissements. Moi, je vous conseillerais de lire l'article « Faut-il en finir avec la méritocratie » de Martine Fournier. Elle revient beaucoup sur les débats relatifs à la place de mérite dans nos sociétés démocratiques, ainsi que les attaques formulées contre le système méritocratique. Il y a également des témoignages dont je vous invite à aller lire tous les articles conseillés durant ce podcast. La méritocratie républicaine sous la Troisième République a donc un projet complexe avec des aspirations égalitaires, mais aussi des défis à surmonter.
La République a progressivement ancré ses valeurs dans les esprits et les a surtout consolidées malgré les contestations. Comme elles l'ont très bien dit, la notion de méritocratie est variée en fonction de celui qui l'interprète et ne fera qu'évoluer au cours du temps. Je vous remercie pour votre écoute et remercie avant tout Camille, Colline et Maëlys. A très bientôt dans un nouveau podcast. C'était Lucas dans Comprendre l'Histoire Top Chrono.